Il est 9 h, petit foulard autour du cou et chignon noir impeccable, la silhouette de Lucie, 99 ans, arpente déjà d'un pas énergique les rues de Lorient. Vous allez où là, Lucie? À la gym, travailler. Et vous faites ça depuis longtemps? Depuis 50 ans. Depuis 50 ans, vous allez à la gym? 4 fois par semaine. Difficile à croire, mais à presque 100 ans, elle ne déroge jamais à sa routine sportive. Seule sa vue qui baisse a failli la priver de son plaisir. Alors, depuis 1 an, ses amis de la salle de gym se relaient pour la guider. Je m'installe, moi, attendez. J'arrive, j'oublie tout. C'est ma gym, c'est l'environnement, c'est tout. Je fais le vide et je me régale. Et je pédale. Allez, Lucie, montrez un petit peu comment on fait. Une demi-heure de cardio pour échauffer les muscles et dérouiller les articulations, avant d'attaquer la suite du programme. On va là-bas? Lucie, allez, on va là-bas. On déplie sa canne. Non, ça va, ça va. Super. Allez, bah oui, mais je vous laisse faire toute seule comme une grande. Hein. Ça va? Non, ça va. Oui, oui, Lucie, mais je vous touche pas. Lucie, c'est une force de la nature, mais aussi un caractère bien trempé. Pas question, même après ce premier effort, de s'appuyer sur Fabienne, la directrice de la salle de sport. Allez, 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 allez. Ça va aller, ça va aller. Après le rituel petit bisou de Georges, place à la musculation. Une première machine pour faire travailler ses épaules et son dos, puis la sportive va suivre tout un circuit. Là, on travaille aussi bien tout le haut du corps que le bas du corps. Il y a tout. Et chacun travaille, voilà, Oui. doucement, À son rythme. tranquillement, à On son voit rythme. si une machine ne vous Voilà. convient pas, ben on ne le fait pas. Ouais. Non, par exemple, celle-là là-bas Oui, ne me là-bas, convient vous pas, allez pas le faire ben au je ne le niveau fais de la pas. presse. On sent soi-même si la Oui. machine vous convient ou vous fait mal. Si... Ben on ne le fait Elle pas. connaît on fait... tout par cœur. On fait Voilà. autre chose. Malgré une sciatique qui la fait souffrir, Lucie ne s'écoute pas et enchaîne les exercices, toujours sous le regard attentionné de Fabienne. Ça va, Lucie? Très bien. Ça tire pas trop sur le dos, non, là? Non, 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 ça c'est va. bon? Très bien, très bien. Parce que là, Du sport, oui, mais ce qui permet à Lucie de garder le moral, ce sont surtout les complicités qu'elle a nouées au fil du temps. C'est l'ancien commando, lui. On parle de nos guerres avec lui. Hein. Parce qu'il a fait l'Indochine, moi j'ai pas fait l'Indochine, mais il a fait l'Algérie, moi j'ai fait l'Algérie. Alors on discute de nos guerres. Elle a, comment dirais-je, elle était infirmière de l'armée. Moi j'espère que j'irai jusque-là. J'en suis à 88. 88. 12 ans, ça passe vite. Hein. C'est lui qui prend la relève. Maintenant, il faut assumer. Hein. Pétillante et enjouée, Lucie a séduit les habitués de la salle de sport. Tous sont aux petits soins. Alors en ce jour particulier, Je veux chanter moi aussi. ils lui ont réservé une surprise. 2, 3, ouais! 100 ans. Merci, merci. Grâce à l'amélioration des conditions d'hygiène de vie et du système de santé, les femmes et les hommes qui atteignent cet âge sont de plus en plus nombreux. En 1900, ils étaient 100, et aujourd'hui, ils sont près de 24 000 en France. Et certains sont dans une forme extraordinaire. Mais quel est leur secret pour traverser les générations et rester en pleine forme? Pour essayer de percer ce mystère, nous sommes allés à leur rencontre. Dans l'intimité de son atelier à Saint-Malo, Denise, 100 ans, retouche l'un de ses tableaux. Pour elle, depuis toujours, l'inspiration, c'est une histoire d'instinct. Quand j'ai une toile blanche, je ne sais pas ce que je vais faire dessus. Il suffit que je fasse un trait et tout le reste vient comme ça. Et des toiles blanches, Denise en a vu défiler sur son chevalet. Sa passion pour la peinture naît très tôt et lui trace un destin singulier. Jeune fille, elle suit les cours des Beaux-Arts à Rennes, puis même une vie de bohème dans le Paris de l'après-guerre. C'est là qu'elle rencontre son mari, artiste céramiste. Ensemble, ils ont 7 enfants. On avait des pièces dans les galeries et on allait voir si on avait vendu. On ne savait pas la veille avec quoi on vivrait demain. Ça, c'était dur. C'était dur avec les enfants. On ne pouvait pas s'organiser au point de vue budget. Mais quelles que soient les difficultés, Denise avance forte et tranquille. Elle et son mari réussissent à vivre de leur art. Alors aujourd'hui, ce sont des centaines d'œuvres qui peuplent la galerie que tient leur fille, Marine.
Dans les anciennes, celle-là, elle part. Ce matin, mère et fille passent en revue les toiles sélectionnées pour une rétrospective. Celle-ci, elle y va aussi. Au détour des œuvres de toute une vie, le passé ressurgit. Celle-là, j'aime beaucoup. C'est une nature morte. Imaginaire. Oui. Mais c'est aussi le reflet d'une technique qu'elle a dû abandonner avec le temps. Pareil, ça, il y a une où tu as beaucoup travaillé les matériaux avec l'acrylique. Ça, c'est très, très physique. Parce que... Oui, c'est pour ça que j'ai arrêté. Parce que je ne pouvais plus. C'est très, très physique. C'est un art complet. Le corps y est pour beaucoup. On n'a pas le même corps à 50 ans qu'à 80 ans. Ou à 100 ans. Comme beaucoup de centenaires en pleine forme, Denise ne se laisse pas envahir par les regrets. Grâce à son incroyable capacité d'adaptation, elle transforme ses faiblesses en force. Les anciennes sont plus dans les terres, les ocres, les couleurs un peu moins fortes, moins criardes. Par exemple, c'est vrai qu'on est dans des tons beaucoup moins forts que les dernières. Je ne dois plus voir les couleurs. Alors j'exagère. Je ne me souviens plus de celle-là. Tu veux que je la sorte pour t'en souvenir? Oui. Je me dis, oh, c'est moi qui ai fait ça. Mais c'est complètement oublié parce que pour moi, une peinture qui est finie, elle n'existe plus. C'est le plaisir de faire qui est l'intérêt. Elles sont toutes belles. Savourer l'instant, savoir oublier, Denise semble avoir de nombreux petits secrets pour traverser les âges. Mais le plus grand, c'est la peinture. Peindre, c'est sa respiration hors du temps. Le monde peut s'écrouler. Le reste perd de l'importance. Ça me fait partir dans un autre monde. Au fond, c'est une drogue. À 100 ans, Miu est une femme indépendante. Elle vit toujours seule et n'a pratiquement pas besoin d'aide. J'ai fait ma cuisine, j'ai fait ma vaisselle, j'ai fait ma lessive, j'ai fait tout. J'ai ma fille aînée qui vient me faire le ménage le mardi matin. Parce que le ménage par terre, je ne peux plus le faire. Parce que la plupart du temps, je le faisais à 4 pattes avant. Alors maintenant, pour me mettre à 4 pattes, c'est plus facile. Ce n'est pas facile. Alors elle me fait mon ménage, et le reste, c'est moi qui le fais. Miu a beau être née en 1919, elle vit avec son temps. Eh bien, vous allez voir. Ok, Google, bonjour. Hello Miu, j'espère que votre journée... La centenaire n'a pas la langue dans sa poche, et même son assistant virtuel n'échappe pas à son esprit taquin. Mais c'est qu'il faut crier fort, hein, il n'entend pas si je dis pas fort. L'autonomie de Miu est d'autant plus incroyable qu'elle est aveugle. Elle a perdu la vue à l'âge de 34 ans suite à un décollement de rétine. Mais cela ne l'a jamais empêchée de faire la cuisine. Miu sait se faire plaisir, mais sans excès. Son secret, c'est un demi-bol de soupe tous les soirs. Dans la soupe, je mets toujours beaucoup de légumes, des carottes, des pommes de terre, du poireau, de l'oignon, de l'ail, enfin ce que j'ai. Hop, eh bien il n'y en a plus, et pas bien ma patate. Avec dextérité, la centenaire termine sa préparation. Pour elle, son handicap n'a jamais été un problème. C'est tout naturel dans ma tête, moi j'ai fait ça. Je ne pense pas que je n'y vois pas quand je le fais. Je pense simplement que je n'y vois pas quand je me cogne. Et pas question non plus pour cette passionnée de littérature d'arrêter de lire. Alors elle a appris à déchiffrer le braille et à l'écrire. Sandrine, faut un début à tout. Cette machine lui permet de s'adonner à son autre passion, le théâtre. À partir d'un vieux radiocassette, elle retranscrit les répliques qu'elle devra interpréter prochainement sur scène. Et quand c'est copié, ben voilà ce que ça donne. Voilà. Ça donne un cahier. Et c'est ce que je suis en train d'apprendre en ce moment. Ça s'appelle Autour de la Joconde. Mais quelle est sa formule magique pour garder l'esprit aussi vif? Il n'y en a pas de formule. Ça vient... Moi, je n'y pense pas. Quand on me dit que j'ai 100 ans, ça m'embête. Parce que je ne veux pas y penser.
Il n'y a pas de secret. Je vis, c'est tout. Surtout avec tout ce que j'ai subi, avec tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai travaillé. Je ne pensais jamais venir à cet âge-là. Je suis la première étonnée. La vie a été pleine de rebondissements pour Miu. Enfant de l'assistance publique, elle grandit dans 3 familles d'accueil. Elle traverse la Deuxième Guerre mondiale comme étudiante sage-femme, puis elle se marie avec André. Et quand elle devient aveugle, elle cesse de travailler et se consacre entièrement à son mari et à ses 3 enfants. Rien n'entache l'optimisme de Miu. On était à Cannes, là. Il y a Annie, Elisabeth, Gilles, André et Miu. C'est mes 3 enfants, mon mari et moi. Alors là, on partait le dimanche, on emportait le biberon du plus petit, là. Et puis on les a beaucoup promenés, on sait. Vous vous amusiez beaucoup en famille? Ah oui. Ah, on n'a jamais été triste à la maison, jamais. Profiter de la vie, ne pas s'apitoyer sur son sort, ce sont les devises de Miu. Et à 100 ans, elle continue toujours à prendre soin d'elle. Alors Miu, avant qu'on commence, est-ce que vous avez des petites douleurs particulières? J'ai la jambe gauche. Depuis 8 ans, toutes les 3 semaines, son esthéticienne la masse tout en douceur pour la relaxer. Je trouve ça extraordinaire d'avoir une aussi bonne condition physique à cet âge-là. Même au niveau de la qualité de la peau, j'ai pas l'impression d'avoir une femme qui a 100 ans sous mes mains. Est-ce que le massage vous détend, Miu? Ça vous fait du bien? Certainement, oui. Oui. Chevilly-Larue. Cette commune du Val-de-Marne en banlieue parisienne est touchée de plein fouet par la désertification médicale. Seulement 3 médecins pour 19 000 habitants. Ici, les places sont chères pour se faire soigner. Bonjour. Depuis 6 h du matin, la file des patients s'allonge devant le cabinet. 2 fois par semaine, le médecin reçoit sans rendez-vous et sans distinction. Même les patients les plus précaires seront soignés. Marquez les gens qui sont là. Bon, je marque la première alors, moi. Oui, la première. À 9 h, c'est toujours le même rituel. Il faut jouer des coudes pour inscrire son nom sur la liste scotchée au mur. D'accord, attendez, doucement, doucement. Au milieu du tumulte de la salle d'attente, le premier patient s'engouffre dans la salle de consultation. Ah, comment ça va? Imperturbable, le docteur Chenet commence sa journée. À 98 ans, c'est le plus vieux médecin de France. Ah bah ça va, oui. C'est sec. Bon, on peut laisser comme ça même. Ah bah il s'est blessé là. Il a des blessés pour porte. Il s'est blessé, alors on est obligé de faire du sérum antitétanique parce qu'on ne sait pas du tout son statut vaccinal. Même si l'âge ralentit ses gestes, le médecin est en parfaite santé. Et il continue à mettre son expérience au service des patients. Il sait qu'il est l'un des derniers remparts contre le manque de soignants. Parce que c'est bien ça, il n'y a plus d'infirmières dans le quartier. C'est une race en voie de disparition, comme les généralistes. Mais c'est pas logique, ça devrait être une infirmière qui fait ce travail-là. On vous pique là ou dans la fesse, comme vous voulez. Dans le bras. Oui, dans le bras, oui. Voilà, ça y est. On est tranquille, il n'y aura pas de tétanos. Qu'importe ses 75 ans d'exercice et son corps qui fatigue, le docteur Chenet reste attentif. Ça gratte. Ça gratte. D'accord, oui. Et malgré la barrière de la langue, il essaie de comprendre et de soulager au mieux ses patients. Il y aura 2 sortes de pommades. Une pour les démangeaisons, là, puis l'autre que vous avez eu l'autre jour. Oh, vous avez votre feuille, là. Pour ceux qui n'ont pas de carte, ils ont des feuilles comme ça, là. Dans les dispensaires, ils refusent ces papiers-là. Il y a un dispensaire qui a 300 000 € de subventions par an, ici. Ils refusent ces papiers-là, hein. Il y a une secrétaire qui filtre à l'entrée, qui vérifie sur Internet si les papiers sont bons. Moi, je n'ai pas le temps de vérifier sur Internet si ces papiers sont bons. Hein. À près de 100 ans, le docteur Chenet ne se gêne plus pour dire ce qu'il pense. La seule chose qui compte pour lui, c'est soigner. Avec calme et humanité, il enchaîne les consultations. Il prend le temps qu'il faut pour chacun, malgré le monde dans la salle d'attente. Ça fait 30 ans que je le vois. Moi, je l'ai choisi parce qu'il y avait une amie à moi qui le connaît bien et elle le connaît depuis déjà 30 ans, elle aussi. Eh ben, elle m'a dit, c'est un beau médecin, il faut le voir. C'est lui qui va te suivre. Eh ben, c'est vrai. C'est un bon médecin. Il a beaucoup d'expérience. À chaque fois que j'ai besoin de lui, je suis là. Voilà. Le docteur Chenet, j'espère qu'il continuera. Continuer, c'est bien ce qu'il désire.
Mais s'il peut le faire, c'est aussi grâce à son entourage. Ça va? Ça va. Ça a été? Oui, ça a été. Un ami de longue date vient régulièrement lui donner un coup de main. Faites attention, Marc. Eh ben, je libère le monsieur pour partir. J'essaie de le laisser partir sans laisser rentrer quelqu'un d'autre. Sinon, le médecin se tuerait à la tâche. Alors ses proches le protègent de lui-même, mais aussi des autres. Des caméras ont été installées aux 4 coins du cabinet et rien n'échappe à l'œil attentif de sa femme, Marie-Suzanne, 78 ans. Elle est là de 8h jusqu'à 15h. Elle ne le lâche pas. Je regarde s'il y a quelque chose de bien. C'est surtout pour être à l'attention du médecin, pour voir ce qui peut se passer. Quoi. Si des fois il ne se fait pas agresser, ou soit un malaise, soit... Marie-Suzanne veille. Elle craint qu'un drame ne se reproduise. Il y a 23 ans, un patient a sauvagement agressé la première femme du docteur. 17 coups de couteau l'ont plongé dans le coma. Malgré le profond traumatisme, le médecin a continué d'exercer. La résilience, c'est un des secrets du vieil homme. Et aujourd'hui, c'est Marie-Suzanne qui prend soin de lui. Allez, on va manger. À l'heure de la pause déjeuner, le coronavirus qui commence à se propager depuis quelques semaines est au cœur des discussions. Vous espérez qu'il n'y aura pas une grosse épidémie, parce que c'est parce qu'on fera des malades. Les hôpitaux sont pleins. Il va falloir quand même que vous arrêtez un peu, là. Hein. Docteur. Ben, il faut être prudent, quand même. Oui. Ben oui, mais vous êtes un risque, hein. En plus, vous travaillez pour vos patients, vous aimez vos patients. Mais alors, comment ils vont faire si vous n'êtes pas là? Ben, ils se débrouilleront. Hein. Eh ben alors, faites attention à vous. Non, il va falloir arrêter un peu, là. Soyez prudent, quand même. Mais le docteur Chenet n'en fait qu'à sa tête. Marie-Suzanne le connaît par cœur, car depuis leur rencontre il y a 8 ans, ils ne se quittent plus. Ça peut être fusionnel à 90 ans, même à 100 ans. 100 ans. Même à 100 ans. Hein. Moi, 78, on a 20 ans de différence. Oui. On est content d'avoir l'amour de sa femme, remarquez, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Mais il faut déjà retourner travailler. Je suis mal. L'épaule. L'épaule est bloquée, ça emmène tout là. Je te vois à 15. Bah, un rhumatisme à l'épaule, ça arrive. Vous verrez quand vous aurez 40 ans de plus. Et si on demande au docteur Chenet pourquoi il tient tant à continuer d'exercer? Bah, je n'ai pas tellement de choix, là. Je ne vais pas fermer la porte puis leur dire allez foutez le camp. Hein. Il faut quand même un minimum de dignité, quand même. On fait une radio de l'épaule, on va faire une radio. Hein. Donc comme un rôle social, quoi, qu'on a perdu d'ailleurs, qui va disparaître. Mais vous l'avez encore? Oui, je l'ai encore, moi, alors bon, je le garde, mais je me rends bien compte que c'est obsolète, complètement obsolète, et que ça ne peut pas marcher dans le système actuel. En près d'un siècle d'existence, le docteur a vu le monde et la médecine changer, à regret parfois. Mais il s'est toujours adapté, il a soigné 3 générations et il continue, fidèle à lui-même. Quelques jours après ses 100 ans, nous retrouvons Lucie. Il est 8h et une nouvelle journée commence. Le matin, je passe un sérum, une crème de jour et puis un peu de rose à joues, un petit peu de rouge à lèvres. Un dernier coup de brosse pour parfaire sa coiffure. Voilà la pin-up qui revient. Et l'obsession de la pin-up, c'est de ne pas faire son âge. Je tiens beaucoup à être moderne. Je tiens à suivre la mode, mais des modes simples, jeans et tout. Je suis toujours en jean et tout. Et je veux rester moderne dans ma tête. Lucie est attentive aux moindres détails de sa tenue, surtout depuis que sa vue baisse. Ça se m'enlise le matin quand je pars. Est-ce que je suis bien? Est-ce que les boutons sont à leur place? Parce que j'avoue que je ne vois pas, même dans la glace. Hein. Ça y est, tout va bien. Et voilà, je prends ma canne et on est parti. Ça y est, Lucie est prête pour sa séance de kiné hebdomadaire. Aujourd'hui, c'est sa fille qui l'accompagne. Même si la centenaire ne laisse rien paraître, l'âge commence parfois à se faire sentir. Ben, j'ai quand même une sciatique. Je suis sous cortisone. Le matin, je suis bloquée. Hein. Pas la nuit ça va. Mais le matin, je suis bloquée. Hein. Vous avez des douleurs? Ben oui, je suis coupée en deux parce que je ne peux plus. Mais je ne m'écoute pas.
Ça y est, on avance? Oui, c'est parti. Bon, allez, Pas trop fatigué quand même? Son kiné lui a conçu un programme sur mesure. L'objectif, aider la centenaire à garder le maximum de mobilité et d'autonomie. Voilà. Pareil, donc je prends la balle, en fait, je l'écrase bien avec le pied, je maintiens un petit temps, je lève bien en fait le genou, je décolle mon pied du ballon, et là je retape. La balle, voilà, écrasez bien et tapez, voilà, en douceur. Lucie doit voir en fait le ballon, et elle doit coordonner, c'est-à-dire que la vision, elle doit intégrer cette information-là, transmettre aussi, donc, à ses jambes, en fait, on va dire, pour qu'elle puisse en fait écraser le ballon, mais à un instant qui est relativement rapide. Donc elle doit s'adapter en fait à un brusque changement, à une nouvelle information. Et donc elle s'adapte, elle écrase en fait le ballon. Grâce à ces exercices pour stimuler les réflexes de la marche et son équilibre, Lucie garde confiance en elle. On change de pied, on y Une va. condition indispensable pour bien vieillir. En vieillissant, on a des peurs aussi. C'est que des fois, on aura tendance en fait à essayer de moins bouger par peur en fait de tomber. Et là, c'est une sorte de cercle vicieux qui peut s'installer parce que ça va créer un déconditionnement en fait. C'est bien. Lucie n'est pas dans cette dimension-là. Et ça, c'est extraordinaire. Et même en pleine concentration, Lucie ne manque jamais une occasion de plaisanter. Content du défilé ou pas? Peut-être que le défilé qui verront une vieille de 100 ans diront tiens, on pourrait peut-être la prendre, on ne sait jamais. Un pied devant l'autre, super. Jusqu'au bout, j'irai. Hein. Si un jour j'abandonne, c'est que vraiment, c'est que je ne peux pas. Le secret de Miu, c'est sa formidable envie de vivre. Une force qu'elle a puisée dans l'amour que lui portait son mari. Quand André meurt il y a 6 ans, c'est un déchirement. Sa famille, joyeuse et soudée, l'a aidé à se reconstruire. Allez, tchin-tchin. Tous les vendredis soirs, Miu reçoit sa fille et son petit-fils Nicolas. L'occasion de se rappeler avec plaisir les petites anecdotes du passé. Et comme tu as appris à compter sur la balançoire, alors tu prenais un petit copain que tu aimais, alors on disait 1, 2, 3. Alors quand c'est un copain que tu n'aimais pas, tu ne voulais pas aller plus loin. Ah bon, d'accord. Voilà. Il y avait une dame qui me le prenait à la sortie de l'école et qui le montait chez ma mère. Voilà. Et il avait déjà fait presque les devoirs, le goûter. Enfin, il était vraiment bichonné quoi, à la sortie de l'école. Tout ce que je te faisais, il fallait que ça soit un petit peu... Un jeu. Que ça serve à quelque chose. Et 50 ans plus tard, c'est toujours la même complicité entre Nicolas et sa grand-mère. Je ne sais pas si l'objectif c'est de savoir le secret de la longévité, mais je pense que dire des bêtises, c'est important, oui. On l'embête un peu. On la taquine pas mal. Et du coup, elle se laisse pas faire. Et ça aussi, ça aide à garder du peps et de l'énergie, ouais. Oui. Ouais. Il faut bien que je fasse attention de ne pas faire la vieille dame, comme dit Nicolas. Qu'est-ce que ça veut dire, la vieille dame? Déjà, si j'ai le malheur d'avoir mal quelque part, ne fais pas la vieille dame, hein. Hein, Nicolas? Oui. Les cheveux bleus. En fait, vous n'avez pas le droit de vieillir. Non. Ah non. Non, non. C'est interdit. Absolument. Saint-Malo, ses plages, ses remparts, et Denise, notre peintre centenaire, qui fait sa promenade quotidienne avec sa fille Marine. Tous les jours, une petite sortie comme ça. Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, hein, tout compte fait, regarde. J'ai toujours marché vite, mais je vais de moins en moins loin. Oh, s'arrêter un petit peu. À 100 ans, Denise commence à peine à sentir ses forces diminuer. Jusqu'à l'année dernière, elle donnait des cours de peinture. Et selon elle, être active, c'est la clé pour vivre longtemps. Attends, on est presque arrivé. Oui, toute ma vie, j'étais dans la vie active. Et je n'ai plus d'élèves depuis peu, depuis 1 an. Et je commence à vieillir. Même si les cours n'ont plus lieu, certaines de ses anciennes élèves continuent à lui rendre visite. Je vous embrasse pas. Ah. Aujourd'hui, c'est Catherine et Rolande qui viennent prendre le thé. Voilà, voilà. Au cœur des conversations, l'exposition organisée par l'Académie d'art plastique, où Denise a donné des cours pendant 20 ans. Denise disait qu'à l'Académie, ils sont venus choisir vos toiles. Hein? Oui. Ah oui? Non, non, ça va être bien. Une consécration. Il est temps. L'aboutissement. L'humour, les réponses du tac au tac,
Voilà pourquoi ses élèves apprécient toujours autant de la retrouver. Eh ben, comme prof, c'était quelqu'un de percutant, exigeant, et puis surtout, alors ça j'ai bien aimé parce qu'il n'y avait pas de complaisance du tout, et en même temps d'aider à faire progresser. Mais c'est ça que je ne pouvais plus faire à la fin. D'accord. J'avais du mal à me concentrer sur chacun. Oui, mais ça demandait un effort. D'effort, oui. Ouais. Se mettre à la place Voilà. de chacun. Voilà. Au fond, j'avais du culot de faire des cours à 99 ans. Non, mais un éléphant avec la force de l'éléphant, c'est-à-dire qui avance, on ne peut rien. Elle va obtenir ce qu'elle veut, peu importe le temps. Toute ma vie, j'ai pensé que l'an 2000, je ne verrais pas. L'an 2000, c'était le summum. J'avais peu de chance d'y arriver. Et puis c'est arrivé... il ne s'est rien passé, hein. Eh bien, les 100 ans, c'est pareil. Ça arrive et il ne se passe rien. Comme Denise, nos centenaires ont un rapport au temps et à la vie particulier. Grâce à cet état d'esprit et à une génétique hors du commun, ils traversent les générations. Très entourés, ils profitent des joies et embrassent les difficultés, sans y penser. Perdu au beau milieu des Ardennes belges, Vielsam, un petit village dont la renommée dépasse largement le pays. Derrière les portes de ce bâtiment aux briques rouges, ancienne caserne militaire, travaillent des dizaines de personnes. Tous sont porteurs d'un handicap mental. Un centre d'accueil, rien de plus ordinaire, si ce n'est ces ateliers de création, devenus au fil du temps un fief de l'art brut, qui compte aujourd'hui une 30aine d'artistes. Après l'oiseau, là, on va le faire aussi en sculpture. Hein. Non? Je t'adorais. Ça va pas là, là? Mais si, on va le faire en vrai, après en grand. Ah oh, et là, ouais. Ils sont peintres, dessinateurs, plasticiens, tisseurs ou illustrateurs. Un fil plus long. Oui, mais le fil est trop petit. Oui. Mais je vais te mettre un nouveau fil. Tu veux du jaune ou tu veux une autre couleur? Du jaune. Des artistes assidus et incontestés. Ouais, ça pourrait être rigolo quand même. Tu leur travailles un petit peu là, son chapeau. Voilà. Pas sur la tête. Non. Ah non, donc ça c'est décidé. Mais voilà. Nickel. Ah non, ça c'est l'original, il ne sera pas sur une feuille. Ah, c'est comme un tableau, c'est fini. Chaque artiste développe son projet et sa technique en fonction de ses compétences et de ses envies. À chaque étape, les animateurs sont à leur côté pour les épauler et faire évoluer leurs œuvres vers la meilleure qualité possible. Ici, on n'est pas du tout dans un cadre thérapeutique d'institution psychiatrique avec tout ce qu'il peut y avoir de dur, de personnes qui souffrent. Ici, c'est simplement des personnes qui ont envie de s'exprimer. On n'est pas du tout dans le cadre de l'art-thérapie non plus. C'est vraiment un lieu de création, d'expression. Et pour nous, voilà, on essaye de faire en sorte que leur travail soit le plus abouti possible, qui corresponde vraiment à leurs attentes et que ça leur permette de se forger une identité positive et d'être reconnus dans leur domaine de compétences. Dominique est arrivée au centre d'accueil il y a 16 ans, à la suite d'un accident de la route qui a causé des séquelles neurologiques. Son œuvre a récemment séduit une galerie à Bruxelles. D'ici quelques semaines, une exposition sera consacrée à ses dessins, à son univers surtout,
peuplée de ses héros et idoles des années 80. C'est qui ici sur l'image, tous les personnages? Sur les personnages que je voudrais réaliser, Michael Jackson. C'est qui? Une femme très importante pour toi? Barbarella, la femme à barbe bleue. Ouais. Et là-bas, Renaud. Renaud, un héros pour toi. Et lui? C'est Mr. T. Barracuda. Ouais. En fait, ça c'est un des grands dessins. Dominique a créé un collage, un assemblage de tous ses personnages favoris. Beaucoup de personnages sont des souvenirs de son enfance, de son adolescence. Et c'est intéressant parce qu'il essaie de créer son propre monde et on ne peut pas changer. Je ne veux pas changer ça parce que j'ai fait des propositions, mais pour le moment, je suis ton assistant en fait, Dominique, parce que je suis en train de décalquer au format spécifique pour les basses. On va imprimer les dessins très grands pour afficher. Les dessins seront imprimés et les spectateurs ne seront pas déprimés. Ah ouais. Mikil, l'animateur, aide Dominique à finaliser son projet d'affiche grand format. Artiste lui-même, il lui apporte son savoir technique et l'accompagne dans sa phase de création. Je suis là quand il y a des questions et la vie quotidienne est aussi importante. Oui, c'est un peu trouver un équilibre. Je ne suis pas un professeur, pas du tout. Je suis en fait un artiste qui travaille avec eux ensemble. Et moi, je trouve, oui, comment dire, ça me touche, hein, parce que c'est authentique. C'est toujours authentique. Un jour, ma mère s'était trompée. De quoi? Au souper, comme cachet, elle m'a donné un somnifère. Je me suis endormi à table. Ah ouais. C'est Jackie qui a dû aller me courir dans mon lit. Ouais. L'animateur évolue dans l'ombre des personnes handicapées. De cette complicité naissent des œuvres et des artistes. Ils ont beau être perdus au cœur des Ardennes belges, les artistes de ce centre ne sont pas coupés du monde. Leur talent attire des professionnels de l'art venus de toute l'Europe. Au départ, quand on invitait des gens, ils étaient très peureux. Certains étaient même dans le rejet, comme ça, ils avaient peur. Et puis maintenant, ils ont quand même compris assez rapidement que les gens qui venaient ici ne venaient pas parce que c'était des handicapés, mais ils venaient parce que c'était des artistes. Et donc, de nouveau, le rapport est complètement différent. Ils sont beaucoup plus à l'aise. Certains arrivent à parler de leur travail. Ils n'ont pas peur de rencontrer l'autre. Donc, tout ça, c'est vrai que c'est des effets vraiment positifs. En fait, c'est pas ça tes épingles. Alors, tu fais comment? Tu le couds au fur et à mesure? Barbara souffre d'une déficience mentale légère. Arrivée il y a 5 ans, elle ne parlait à personne, restait très en retrait. Même si elle est toujours réservée aujourd'hui, c'est à l'atelier textile qu'elle a trouvé son meilleur moyen d'expression. Comme ça, c'est bon. Si tu veux faire ça, oui, c'est bon. Comme ça, ok. Oui, ça me parle. Merci, Raphaël. De rien. Avec plaisir. Barbara compose manteaux, pulls et cagoules, qu'elle enfile comme une seconde peau. Elle peut ainsi dissimuler corps et visages. Ses créations sont régulièrement publiées dans des revues d'art. Ça, c'est pas symétrique. Mais toi, pour toi, c'est vraiment important que ce soit symétrique. Son talent saute aux yeux de cette jeune styliste parisienne qui cherche à tout prix à travailler avec elle. Depuis, elles ont entamé une collaboration où chacune travaille d'égal à égal. Je trouve qu'il y a un dynamisme et une énergie dans son travail que franchement je retrouve, enfin pour l'instant je ne vais pas retrouver ailleurs. Et ouais, j'ai complètement flashé dessus. Ça m'a complètement débloqué de travailler avec elle parce que
Parce que moi, je viens d'une école dans laquelle on réfléchit beaucoup par le concept, il faut qu'il y ait une idée, il faut que ce soit peut-être un peu trop parfois, du coup on s'enferme un peu là-dedans. Et Barbara, elle travaille très spontanément. C'est très expressif. Moi, je trouve qu'elle coud un peu. Quand elle coud, c'est un peu des coups de poignard qu'elle donne. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est mon interprétation. Je trouve qu'il y a quelque chose comme ça d'assez énergique, spontané, voilà. Et je dirais que ça a été hyper libérateur. Et ouais, elle m'a appris à lâcher prise dans ce sens-là. À 29 ans, Barbara est aujourd'hui reconnue pour son talent. Oui, ici c'est plus sympa quand même que l'autre côté. La jeune femme a peu à peu gagné confiance en elle et accepté son handicap, provoqué par une asphyxie à la naissance. Malgré ses difficultés à raisonner, son père hésitait à la placer dans un centre pour personnes handicapées, alors que Barbara, elle, ne cherchait qu'à se normaliser. Pour moi, je n'étais pas à ma place. Je ne savais pas pourquoi j'étais là. Pour moi, c'était... Je voulais faire comme tout le monde, donc habiter toute seule. Enfin, faire comme tout le monde, tu vois. Et donc, pour moi, c'était hors de question d'aller au centre. Je ne connaissais pas le centre et l'image que nous avions de notre société, des centres pour personnes, on disait handicapées. Maintenant, c'est un mot que je ne dis plus. Ça ne me vient plus à l'idée de le prononcer parce que, en fait, le centre m'a fait découvrir que ce n'étaient pas des gens handicapés, c'était des gens qui avaient simplement une perception différente. Barbara se voit aujourd'hui comme une styliste et cette nouvelle identité l'a complètement transformée. Avant, elle avait souvent des petites crises de colère, je dirais une révolte d'un petit animal qu'on a mis dans une cage qui ne sait pas sortir. Ici, il n'y a plus de cage. Il est 9 h, le centre d'art s'éveille. À l'atelier peinture, l'ambiance est studieuse. Il ne reste que quelques jours pour finaliser une exposition d'œuvres sur le thème du Mexique. Irène, porteuse d'un handicap mental, travaille à 4 mains avec Paul, illustrateur venu d'Espagne, en résidence ici pour 15 jours. Entre eux, une communication s'élabore dans le silence et les gestes. Comme on est tous artistes, communiquer avec qui que ce soit c'est compliqué, déjà communiquer avec nous c'est compliqué. Donc ça ne change pas vraiment mon quotidien. Donc, non, c'est au contraire. Encore plus que communiquer, ce qui reste compliqué pour Irène, c'est de travailler avec des inconnus. Et ce que Paul ne sait pas encore, c'est qu'elle déteste qu'on lui donne des instructions. Dans ces cas-là, elle sait sortir de son mutisme. Ouais. Regarde Irène, tu peux vraiment finir tous les petits espaces en couleur. Qu'est-ce que tu en penses? C'était fini, qu'est-ce qu'on a tenté toi encore? Oh pardon. Et là. Mais ça sera incroyable beau. Ça c'était fini? Celui-là il est bien, ouais. Mais l'araignée là. Ici un petit peu, tu vois? Ça c'était fini? Aussi? Ben oui, moi. Mais on fait toujours deuxième couche, non? C'était fini celui-là? Parce que je vais garder les pas 2 fois quand même. Oh pardon. Et ça, c'est fini aussi? Ben oui, tous les dés blanches, ils sont mis en blanche. Mais c'est la même couleur que le fond. Regarde. Celui-là, reste blanche. Oh. Faut rajouter un petit peu quand même. Oh, bah regarde, il faut que je suis honte un peu. Oh. Mais Irène, ça sera incroyable beau. Mais on fait toujours deuxième couche, non? Les finitions sont quand même importantes, non? La colère passée, Irène se remet à la tâche et s'y applique même.
parce qu'elle ne sait pas faire autrement. Sa personnalité n'a aucun secret pour Mikil, l'animateur de l'atelier peinture. Voilà 3 ans qu'il la pratique, et toujours en douceur. Parfois, elle ne comprend pas tout, ça fait blocage dans le cerveau, mais quand on explique les choses, ça se calme et voilà. Elle panique vite. Mais en fait, elle a beaucoup besoin de compliments. Elle est toujours en recherche pour tendresse, mais elle s'exprime différemment que nous. Irène a besoin d'être en confiance pour créer, et elle est inépuisable. À 59 ans, elle peint 8 heures par jour, 3 à 4 tableaux par semaine. Elle s'inspire le plus souvent d'un modèle qu'elle retranscrit à sa manière. Regarde dans le couloir, je suis là. Ouais. Je travaille aux peintures et au pastel des faux. Des fois, c'est mis au pastel, ça. Ouais, on n'arrange pas, ça. Ah, c'est-à-dire que tu fais peinture plus pastel, tu fais deux couches. Oui. D'accord. Ouais. Ah oui, celui-là, c'est Thomas, celui-là. Il y a de la douceur dans les toiles d'Irène. Ce sont des amoureux. La peinture lui a apporté un certain bien-être. C'est une des bonnes surprises de ces ateliers qui n'ont pourtant pas vocation à soigner. Irène, c'était quelqu'un qui était souvent dans des formes d'automutilation pour simplement avoir de l'attention, avoir un petit moment privilégié avec un éduc qui la soignait. Et c'était des comportements quand même durs à accepter pour nous, de voir qu'elle se faisait volontairement mal pour avoir de l'attention. Et ça, c'est des comportements qui ont complètement disparu depuis qu'elle est dans l'atelier. Et donc là, on se dit, bah voilà, on a quand même des conséquences intéressantes aussi à ce travail qui est fait à l'atelier. Le soir, Irène retrouve son compagnon. Tous deux vivent dans un appartement en ville. Tu mets ça où, toi? En bibliothèque? Oui, mais elle est fermée aujourd'hui. Ce logement leur est mis à disposition par le centre d'accueil qui les prend en charge. La peinture aussi a changé leur vie, car aux yeux de Christian, Irène est une artiste accomplie. Je l'admire parce que ça me fait bien ces tableaux. Tu as déjà vendu quelques-uns. Hein? Il y a un médecin, je crois, non? Oui. Un docteur qui a racheté son... C'est quand il y a toi, j'avais fait avec Gigi, ça. C'est ça que le médecin qui a pris celui-là. Voilà, j'ai admis ces tableaux. Franchement, c'est bien. À l'atelier peinture, règne comme souvent un joyeux désordre. Dominique, lui, reste imperturbable. Il est le plus ancien ici. En quelque sorte, le premier disciple d'Anne-Françoise, la fondatrice des lieux. J'ai rencontré Anne-Claire. Entre eux, s'est forgée une grande complicité. Oui, j'ai dessiné tout ça. Des tatouages? Oui. Dominique ne fait pas que dessiner, il écrit aussi des histoires qui viennent légender la plupart de ses croquis. Son univers a séduit une galerie parisienne qui lui a consacré une exposition. Le jour du vernissage, des comédiens étaient invités à jouer ses textes. Anne-Françoise n'a pas perdu une miette du spectacle. Ces comédiens ont lu des textes de Dominique et ils étaient habillés en tenue de soirée. Et c'était absolument incroyable, donc moi j'étais vraiment super émue. Et là, à un moment donné, j'ai vraiment vu que Dominique se rendait compte de ce qui se passait. Et c'était vraiment visuel, quoi. Ils sont en train de me lire et je suis entourée de mes tableaux et tous les gens qui sont là pour moi. Et à ce moment-là, c'était incroyable. Il y a vraiment eu un petit déclic comme ça. En plus, quelqu'un comme Dominique qui a vraiment conscience de ce qui se passe, c'est génial, quoi, parce que... Oui, j'ai vraiment l'art dans la peau. Oui, exactement. Et de pouvoir être reconnu de cette manière-là, quel bonheur, quoi. Pour lui, c'est tellement une revanche sur la vie, quelque part, quoi, avec tout ce qui lui est arrivé, qui est tellement dramatique. Et de se dire que finalement, il arrive maintenant à être reconnu en tant qu'artiste, alors que c'est toujours ce qu'il a voulu être. Il le dit, j'ai l'art dans la peau, quoi. Donc...
C'est vrai que là, on se dit, ouais, on a fait une part de notre boulot. Dominique n'a pas toujours vécu dans ce centre pour handicapés. Plus jeune, il avait un autre rêve, celui d'entrer aux Beaux-Arts. Je vais m'apprêter pour demain. Ouais. Mais à 19 ans, un accident de moto a fracassé tous ses projets. Dominique est victime d'un traumatisme crânien. Tous les soirs, un bus récupère les artistes et les emmène dans leur lieu de vie respectifs. À 49 ans, Dominique, lui, vit dans ce foyer adapté pour les personnes dépendantes. Bonjour. Au foyer, la vie se déroule comme au sein d'une famille. À tour de rôle, les résidents doivent participer aux tâches quotidiennes en fonction de leurs capacités. Les repas, à heure fixe, sont supervisés par une éducatrice. Tu as quand même besoin d'aide, hein. Tu as besoin d'aide pour ta toilette, parce que tu as des problèmes physiques. Oui. Ou alors, par exemple, porter des aliments chauds, ou ça, tu ne saurais pas, parce que tu risquerais de te brûler. Je voulais me servir du café tout seul, et j'ai renversé. J'ai donné à boire à la table. Oui, hein. Alors ça peut être dangereux pour toi. Oui. Oui. Il y a des fois quand je marche, je fais pas bien attention. Oui. Je me tricote les jambes. Exactement. Mais sinon, tu te débrouilles bien. Tu sais bien écrire. Oui, Nathalie, je vais te donner. Et ce que je fais mieux, dessiner. Dessiner. Les rédactions, tu aimes bien faire des rédactions. Oui. Et tu as encore une bonne orthographe. Oui. Hein. Tu vois bien ton orthographe. Oui. Dominique le sait bien. Sa santé décline d'année en année. Mais tant que son corps lui permet encore de tenir ses crayons, peu lui importe. Car il ne se sent jamais aussi vivant qu'à sa table de dessin. Dernière retouche à l'atelier textile. Artiste peintre, Sarah s'essaie à la couture pour la première fois. Son masque est presque terminé. Ses camarades sont tout aussi curieux d'admirer le résultat. J'aime beaucoup les fleurs. Moi j'aime bien laisser comme ça fait joli. Donc là tu penses que ton masque il est fini. Tu veux l'essayer? Oui, je vois ce que ça fait. Regardez. Wow, c'est super. C'est super beau, Sarah, bravo. Sarah a tout juste 19 ans. Elle souffre d'une déficience mentale. Arrivée il y a à peine un an, elle s'est tout de suite intégrée au groupe. Les premiers tableaux qu'elle a effectués au centre sont conservés ici, aux archives. Voilà, c'est une série de 3 portraits. Ça, c'est le 3e partie du triptyque. Son talent et sa technique ont tout de suite sauté aux yeux de cet historien de l'art. Quand elle dessine quelqu'un dans l'atelier, on a un peu l'impression comme une imprimante laser. C'est assez impressionnant, cette capacité comme ça à photographier les choses. C'est un peu comme un scanner. Je pense que là, il y a peut-être quelque chose qui est un peu de l'ordre de l'inné. Tout le talent ne vient évidemment pas de là, mais il y a une virtuosité dans la capacité à voir les choses et à les figurer. Sarah n'est qu'au début de sa carrière. Elle a encore le temps d'affûter son regard et son talent. Erwin, lui, se charge de conserver les 15 000 œuvres référencées ici. Fasciné par leur qualité, il en a presque oublié le handicap de leurs créateurs. Et certains tiroirs, comme celui d'Irène, débordent de peintures qu'elle produit en flux continu. C'est une coloriste assez extraordinaire, je trouve. Il y a un petit côté presque Francis Bacon là-dedans. Au-delà de créer un encadrement qui permet à ces œuvres d'émerger, c'est important aussi de les faire connaître. Ce qu'on essaye de repérer aussi, c'est les œuvres majeures. On sélectionne des œuvres qui soit vont rester ici, soit on va essayer qu'elles soient acquises par des grandes collections, par des musées. Il faut, vis-à-vis de ces créateurs-là, témoigner du même professionnalisme que pour n'importe quel créateur.
C'est pas la maladie ou la déficience mentale qui fait la qualité de l'œuvre. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on apprécie ces artistes de manière individuelle pour leur qualité esthétique, pour l'univers qui est développé, pour ce que ça dit, les émotions que l'œuvre peut véhiculer. C'est ce talent qui attire chaque année des artistes contemporains venus de toute l'Europe. Raphaël est en fin de résidence. Voilà 15 jours qu'elle passe ses journées à l'atelier textile. Est-ce que je sais enfiler le fil avec ça? Avec quoi? Avec l'aiguille? Est-ce que l'aiguille est trop petite? Ben non, ça, avec ça, je ne sais pas. Est-ce que c'est trop dur? Oui. Alors tu piques à un autre endroit où c'est moins dur. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu veux essayer, Pascal? 15 jours à assister Jean-Michel, un habitué de l'atelier, et Pascal, qui s'est essayé à la couture créative pour la première fois de sa vie. C'est vraiment super, les petites révélations comme ça, personne s'y attendait. Il a travaillé, il a produit une quantité hallucinante. Il nous a épuisés jusqu'à la moelle. Lui aussi un petit peu d'ailleurs, mais d'une autre manière. Alors Jean-Michel, tu vas être triste quand Raphaël va partir? Ben non, elle va partir pourquoi? Ben parce qu'elle doit rentrer chez elle. Quand on lui pose des questions qu'elle n'a pas envie de répondre, il ne répond pas. Donc... Raphaël n'avait pas soupçonné l'aventure humaine qu'elle allait vivre à leur côté. Peu à peu, une vraie complicité s'est installée entre eux. Mais demain, elle rentrera chez elle, à Paris. Tu veux que je fasse moi? Non, tu peux faire toi. C'est dur. C'est dur. On va faire comme ça. C'est des relations qui ont évolué. On s'attache beaucoup et puis on s'attache aussi à la simplicité du rapport qu'il y a avec eux, parce que de toute façon, comme on sait, et l'un et l'autre, on est différents. Je pense qu'il n'y a pas on laisse les choses se faire, en fait. Mais bon, de toute façon, quand on commence à travailler avec eux, c'est quand même difficile de ne pas s'attacher, parce que même lui, maintenant, avant, je ne le connaissais pas, mais là, ça va faire partie des personnes qui va être difficile de quitter demain, quoi, c'est sûr. Hein, Pascal, on parle de toi. Les personnes qui ont un handicap sont envisagées comme des personnes dans du besoin, qui manquent de quelque chose. Donc le vocabulaire qu'ils ont toujours entendu, c'est « tu as besoin de ceci, il te manque cela, tu n'es pas capable de faire ci ». Et nous, à l'inverse, on part de compétences. On est vraiment dans cette construction d'une identité et puis de leur montrer aussi qu'ils peuvent participer à la société par leur travail et eux, ils y participent pleinement. Voilà, là, on a oublié quelqu'un. Ah, Sarah, vite, vite. Barbara, s'il te plaît, Anne-Françoise. Super. Ben voilà. C'est fini. Merci.